Bonsoir et bienvenue dans cette tranche info en direct de Média TV. Il est 18h ici à Rabat. Au sommaire, la rubrique culture. Joshua Wagner, premier secrétaire porte-parole de l'ambassade des États-Unis, et Noah Isenberg, critique cinéma et auteur du best-seller We'll Always Have Casablanca. Hanan Harat les reçoit pour nous parler des activités organisées par l'ambassade des États-Unis. C'est à l'occasion de la commémoration de l'opération Torche du 8 novembre 1942. Puis le dossier du jour avec Khadija Ihsan. Elle reçoit en marge du forum China-Africa Investment un entretien exclusif Dr Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines de la Côte d'Ivoire. Ils vont évoquer la participation au forum ainsi que les perspectives d'évolution du partenariat sino-ivoirien dans différents secteurs. Mais d'abord, le journal. Voici les titres. À la une, le 6e Forum des affaires Union européenne-Afrique à Abidjan. Il précède le 5e sommet Union africaine-UE qui se tiendra les 29 et 30 novembre dans la capitale économique ivoirienne. Plus de 100 milliards d'euros d'investissements sont attendus cette année. Reportage dans ce journal. Au Nigeria, le tribunal de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est enfin prononcé. Il a rendu aujourd'hui son jugement dans l'affaire du licenciement de l'ancien vice-président de la Sierra Leone, Samuel Samsamana. Le tribunal a ordonné au gouvernement de lui verser des dommages et intérêts. Et puis un mot d'art au Nigeria toujours. Le Festival des Arts et du Livre d'Aké s'est récemment ouvert. Il célèbre des œuvres de romanciers, danseurs, musiciens, poètes, acteurs et autres artistes africains. Vous allez le voir dans cette édition. En ouverture de ce journal, cet entretien en tête-à-tête entre le roi Mohamed VI et le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'entretien a eu lieu aujourd'hui au palais présidentiel à Abidjan. Le souverain est arrivé ce dimanche à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié. Le roi Mohamed VI participera également aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui débute ce mercredi. Et justement, le 5e sommet Union africaine-Union européenne se tiendra les 29 et 30 novembre dans la capitale économique ivoirienne. L'Afrique attire de plus en plus d'investisseurs avec plus de 100 milliards d'euros d'investissement attendus cette année. Le continent devrait atteindre les 4,3% de taux de croissance en 2018. Les entrepreneurs européens et africains se sont retrouvés pour le 6e forum des affaires Union européenne-Afrique. Pour plus de détails, voici le reportage de Stéphane Soumaoro et Romal Dago. En prélude au 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tient à Abidjan les 29 et 30 novembre, la capitale ivoirienne accueille un forum d'affaires Union européenne-Afrique qui s'est ouvert ce lundi. Il s'agit pour les participants de plancher sur les solutions aux questions de l'emploi jeune, de la formation et de l'entrepreneuriat. Vous savez, l'actualité fait que ce forum est vraiment un tournant clé, je veux dire, des relations entre l'Europe et l'Afrique, pour ensemble échanger, dévisser, savoir quelles sont les solutions, quels sont les axes de développement qu'il faut pour pouvoir permettre à l'Afrique de retenir sa jeunesse, de lui créer de l'emploi, de lui créer de l'entrepreneuriat. Un rendez-vous au cours duquel plusieurs solutions de financement sont proposées aux jeunes entrepreneurs. Des solutions qui se heurtent au très faible taux de bancarisation sur le continent. En Afrique, le taux de bancarisation est très faible. À cet effet, nous voulons contourner ce problème pour pouvoir financer des projets en passant par des SMS. Vous envoyez un simple SMS et ce SMS dit que vous prenez un tel montant et vous voulez verser ça à un tel projet. Et ce montant sera prélevé soit sur votre crédit ou bien soit sur votre compte mobile banking. Pour nous qui travaillons depuis l'Europe mais vers l'Afrique, on pense que l'Afrique, la jeune Afrique, a énormément de potentiel et on aimerait bien faire des partenariats avec les startups africaines. Près de 2500 participants sont présents à ce 6e forum d'Abidjan qui se veut un cadre de partage d'expériences entre entreprises européennes et africaines. Et les deux chefs d'État marocains et ivoiriens ont inauguré ce lundi, toujours dans la capitale économique ivoirienne, le point de débarquement de pêche Mohamed VI de Lokodjro. C'est dans la commune d'Atekoubé, un projet qui consacre l'engagement constant du souverain en faveur d'une coopération sud-sud solide, agissante et solidaire, montant des investissements qui ont mobilisé 30 millions de dirhams. Le souverain a également inauguré à Abidjan le centre multisectoriel de formation professionnelle
Mohamed Sils de Yopougon et a lancé les travaux de construction d'un internat montant des investissements. Ici, 70 millions de dirhams pour le centre et 22 millions de dirhams pour l'internat. Politique en Afrique toujours, Emmanuel Macron entame sa tournée africaine. Première étape, le Burkina Faso, il y sera demain dans le cadre de sa politique à l'égard de l'Afrique. Il le qualifie d'un continent d'avenir avec lequel il souhaite nouer un partenariat renouvelé axé sur l'éducation, l'entrepreneuriat et l'investissement. Le chef de l'État français est attendu dans la matinée à l'université de Ouagadougou pour tracer les grandes lignes de sa vision de la relation entre la France et l'Afrique. Ce déplacement en Afrique se poursuivra jusqu'au 30 novembre. Après le Burkina Faso, Emmanuel Macron se rendra en Côte d'Ivoire, puis au Ghana. À Marrakech, c'est parti pour le China Africa Investment Forum, un rendez-vous important dans le partenariat stratégique multidimensionnel maroco-chinois. Le thème de cet événement, ouvrir un nouveau chapitre du partenariat économique. Plus de 500 dirigeants des plus grandes entreprises chinoises et africaines y participent. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux, Mohamed Amin Boumzebra et Salma Saïdi. La Chine, première usine mondiale et premier partenaire économique de l'Afrique. Au-delà des clichés et des idées préconçues, la présence économique de la Chine en Afrique est une réelle opportunité pour le continent. Le choix du Maroc pour accueillir cette deuxième édition du China Invest Forum n'est pas anodin. Le pays est un trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi un centre économique et financier stable. Comment donc aligner les exigences et attentes des Africains avec les intérêts des investisseurs chinois? Le plus important, c'est de saisir des capacités comparatives, des atouts comparatifs, parce que la Chine n'est pas un pays fort sur tous les plans et la demande des pays africains ne sont pas omniprésents. Et donc sur ce point-là, je crois, la Chine restera toujours un copain préférentiel pour les pays africains. De nombreuses conditions sont à réunir pour que la relation Chine-Afrique puisse réaliser pleinement son potentiel. À travers ce forum, les participants tentent de créer une plateforme d'investissement, mais aussi un système gagnant-gagnant. Nous avons de belles perspectives de développement. La Chine a décidé de mettre 60 milliards de dollars dans l'investissement destiné au continent africain. Et le Royaume du Maroc a l'intention de jouer pleinement son rôle, d'abord en tant que pays réceptacle d'une partie de ces investissements, mais aussi en tant que partenaire africain pour apporter toutes les possibilités de coémergence à l'ensemble du continent. Ce qui est important, et je le rappelle, c'est que ces discussions doivent toujours avoir pour finalité des relations gagnant-gagnant. Toutes les parties doivent bénéficier donc de ces relations. Et je pense que nous, en Côte d'Ivoire, avec les investissements qui ont été faits, comme je l'ai dit, que ce soit dans l'électricité, dans les routes, dans les ports, dans les autoroutes, dans l'adduction d'eau, ce sont des investissements qui bénéficient à la Côte d'Ivoire. Les Chinois et les Africains partagent la même quête de développement. Une étude de McKinsey estime que les revenus générés en Afrique par les entreprises chinoises pourraient progresser de 144% d'ici à 2025. Restant en Afrique du Nord, en Algérie, la loi de finances a été votée hier. Elle prévoit une augmentation des dépenses sociales malgré la baisse des recettes. Une baisse due à la chute des prix du brut. En revanche, les députés ont rejeté la création d'un impôt sur la fortune. Souhabouta. L'Algérie traverse une crise économique alarmante. Depuis 2014, le pays subit de plein fouet la chute des prix du brut, qui assure 95% de ses recettes extérieures, faisant fondre ses revenus budgétaires et ses réserves de change. La loi de finances 2018 votée hier prévoit une augmentation des dépenses sociales, mais aussi des créations ou des hausses de taxes, visant à compenser la baisse des recettes. Cette nouvelle loi prévoit une hausse de 7,9% des dépenses liées au système social, incluant la subvention de nombreux produits de base, les aides au logement, à l'éducation et les soins gratuits. Ces dépenses sociales représenteront en 2018 environ 12,8 milliards d'euros, soit 8,4% du PIB et 20% des dépenses de l'État, estimées à 62,8 milliards d'euros. Les Algériens seront cependant touchés au portefeuille par la création ou la hausse de taxes. Le budget 2018 établi sur la base d'un baril à $50 prévoit une hausse de 9,8% des recettes fiscales, pour des recettes totales établies à environ 47,3 milliards d'euros, soit un déficit budgétaire d'environ 15,5 milliards d'euros.
La taxe sur les produits pétroliers augmentera de plus de 17% pour l'essence et d'environ 11,5% pour le diesel. Une nouvelle taxe sera appliquée au tabac avec une hausse de 10% sur une taxe déjà existante. Une taxe de 1% sur toutes les importations est également prévue. En revanche, la création d'un impôt sur la fortune proposé par le gouvernement a été rejetée par les députés algériens. La commission des finances de l'Assemblée nationale a souligné les difficultés à l'appliquer et les craintes d'une fuite de capitaux vers le secteur informel ou l'étranger. D'ailleurs, parmi les mesures de traçabilité financière visant à maintenir l'argent dans le secteur formel, les commerçants devront d'ici à 1 an mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électroniques quasi inexistants en Algérie. Direction le nord de la Tanzanie, ce 27 novembre a marqué la reprise du dialogue interburundais à Arusha, 2 semaines donc pour une 4e session avant la signature d'un accord dans ce pays. Le Burundi traverse une grave crise politique née depuis fin avril 2015 de la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Bujumbura a toujours refusé de s'asseoir à la même table de négociation que son opposition regroupée en exil. Un mot de justice à présent. Le tribunal de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est enfin prononcé. Il a rendu ce lundi son jugement dans l'affaire du licenciement controversé en 2015 de l'ancien vice-président de la Sierra Leone, Samuel Samsamana. Le tribunal a ordonné au gouvernement de lui verser des dommages et intérêts. Le point avec Gilbert Tamba. La Cour de la CEDEAO a estimé que l'ancien vice-président a été illégalement limogé. Le verdict de la Cour est clair. Le gouvernement sierra-léonais doit lui verser tous ses bénéfices en tant que vice-président du pays jusqu'à l'expiration de son mandat en 2018. Ce que la Cour vient de dire est le limogeage du vice-président Samuel Samsumana par le président Ernest Bai Koroma au moment où la décision a été prise était illégale. L'ancien vice-président avait demandé au tribunal d'annuler la décision du président Ernest Bai Koroma et le versement d'un montant de 250 millions de dollars en dommages et intérêts pour son limogeage inconstitutionnel. Ce verdict est clair. Je serai candidat à la présidentielle avec l'appui de mon peuple qui a démontré cela pour que cette fois-ci nous ayons une collision afin d'amener le changement pour le peuple de la Sierra Leone. Samsumana a été démis de ses fonctions de vice-président en 2015 au motif qu'il avait abandonné son poste pour demander l'asile à l'ambassade américaine en Freetown. Des accusations qu'il a démenties indiquant qu'il cherchait la protection suite à la menace à sa vie en raison de son opposition aux tentatives par le président Koroma de changer la constitution pour lui permettre de se présenter pour un 3e mandat. Gilbert Tamba, Médiane TV, Abuja. On s'intéresse maintenant à ce voyage particulièrement délicat. Le pape François a entamé aujourd'hui en Birmanie une visite là où l'armée est accusée de se livrer à un nettoyage ethnique à l'encontre des musulmans Rohingyas. Le souverain pontife se rendra ensuite au Bangladesh voisin où on fuit des milliers de Rohingyas pour échapper à ce que Amnesty International qualifie de crime contre l'humanité commis par les militaires birmans. Dès son arrivée, le souverain pontife a eu un entretien de 15 minutes avec le chef de l'armée birmane. Ils ont parlé de la grande responsabilité qu'assument les autorités du pays dans cette période de transition. Retour au Maroc, c'était une session extraordinaire, très attendue chez les membres du Parti de la Justice et du Développement. Le PJD, son conseil national a voté hier à Salé contre l'amendement de l'article 16 du statut du parti. Son amendement devait permettre au secrétaire général de briguer un 3e mandat. Le Conseil a également voté contre l'amendement de l'article 37 du statut du parti. Son amendement empêche les ministres d'avoir droit à un siège au sein du secrétariat général. Le Conseil national a voté contre la possibilité donc d'accorder un 3e mandat à Abdelilah Ben Kiran. Et on parlera en détail dans la chronique politique de Fahd El Iraqi dans l'édition de 19h30. Parlons
Environnement dans cette édition, ça y est, les pays de l'Union européenne ont voté aujourd'hui en faveur du renouvellement pour 5 ans du glyphosate contre l'avis de la France. Selon la Commission européenne, 18 pays ont voté pour ce renouvellement. Les inquiétudes sur le glyphosate ont donné lieu à l'ouverture d'enquêtes aux États-Unis et déclenché un débat d'experts en Europe après des conclusions contradictoires sur de possibles effets cancérigènes. Le glyphosate représente 25% du marché mondial des herbicides. On prend la direction de l'Indonésie. Les autorités ont fermé aujourd'hui l'aéroport de l'île de Bali et ordonné l'évacuation de 100 000 habitants vivant à proximité du volcan Agung qui aurait un risque imminent d'éruption majeure qui serait la première depuis 1963. L'aéroport a été fermé pour 24 heures affectant 445 vols et quelques 59 000 voyageurs. Les autorités ne déplorent aucune victime pour le moment et 40 000 personnes ont d'ores et déjà quitté les abords du volcan. Retour en Afrique, au Nigeria, le Festival des Arts et du Livre d'Aké s'est récemment ouvert. Il célèbre des œuvres de romanciers, danseurs, musiciens, poètes, acteurs et autres artistes africains. Parmi les conférenciers invités au festival de 5 jours, l'auteur primé Nnedi Okorafor. C'est un récit signé Awa Diop. Le Centre culturel des arts d'Abeokuta de Lagos a refusé du monde pour la 5e édition d'Art Aké et le Festival du Livre. La révélation de cette année, le film Blessing in Disguise, une œuvre qui peint une héroïne dont le Nigeria a besoin pour faire face. Je pense que ça prouve que c'est possible que Marvel s'intéresse à nos histoires. Je suis capable non seulement d'écrire 3 numéros de Black Panther, j'écris aussi un peu de mon histoire avec le film Ngozi. Marvel a vu la réponse énorme, en particulier du Nigeria. Ngozi, l'histoire d'une super-héroïne adolescente inspirée des filles de Chibok kidnappées par le groupe terroriste Boko Haram. Pour l'auteur, ses pairs devraient plus s'inspirer de ce qui se passe au sein même du continent. Je pense que les écrivains africains ont besoin de sentir la liberté d'écrire la vérité, la pléthore d'histoires qui est en nous. Je pense que c'est quelque chose qui a manqué et qui change la donne. Les écrivains africains doivent écrire ces genres d'histoires. Le thème de cette année faisant la promotion des femmes créatives qui s'illustrent en modèle à la fois en Afrique et ailleurs, un moyen d'examiner et de trouver des solutions face aux difficultés des femmes du continent. Ce qui est génial avec ce genre d'événement, c'est que nous recevons beaucoup d'auteurs, principalement des auteurs féminins du monde entier, mais surtout d'Afrique, et qu'elles se réunissent pour nous proposer des solutions, nous raconter leurs histoires et leurs triomphes. Cette 5e édition d'Art Aké et du Festival du Livre vise à promouvoir et célébrer la créativité africaine avec une tribune de choix dédiée à la femme africaine et sa place dans l'histoire du continent. Au Royaume-Uni, il a su que c'était Meghan au premier regard. Le prince Harry a confié être tombé amoureux de l'actrice américaine Meghan Markle. Et c'est désormais officiel. Le prince Harry, 33 ans, et l'actrice américaine Meghan Markle, 36 ans, se marieront printemps 2018. Le Royaume-Uni attendait la nouvelle depuis des semaines. La reine Elisabeth et son époux, le prince Philippe, se sont dit enchantés du futur mariage de leur petit-fils, le prince Harry. Ils souhaitent au couple beaucoup de bonheur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité économique, c'est à suivre dans un instant avec Oumaï Masbila. Merci de rester avec nous.